Avez-vous déjà regardé l'homme que vous aimez et ressenti un frisson inexplicable? Le sentiment que dans cette transaction appelée amour, vous payez un prix disproportionné, vous donnez de l'énergie, de l'attention, votre jeunesse, et qu'obtenez-vous en retour? De la fatigue. Et le sentiment de jouer un rôle qui n'a pas été écrit pour vous. La société vous dira que c'est le quotidien. Les psychologues vous suggéreront de verbaliser, mais c'est comme traiter les symptômes sans voir la maladie. Pour comprendre pourquoi le mariage moderne devient souvent un piège pour la femme, nous devons regarder les plans les plus profonds de l'âme. Carl Jung nous a laissé une carte de ce territoire, le concept du contrat inconscient qui est conclu bien avant l'échange des alliances. Au cours de la prochaine heure, nous n'allons pas seulement discuter de problèmes sociaux, nous allons effectuer une plongée. Premièrement, vous comprendrez pourquoi les femmes les plus fortes et les plus attentionnées se retrouvent souvent dans des unions énergétiquement déficitaires. Deuxièmement, vous découvrirez quelle tâche psychologique votre âme est réellement en train de résoudre à travers cette déception. Et troisièmement, le plus important, vous verrez le chemin pour retrouver votre force, non pas par une guerre contre l'homme, mais par la conclusion d'une alliance avec vous-même. Si vous êtes prête à voir ce qui se cache derrière la belle façade, notre voyage vers l'intérieur commence, dès maintenant. Parlons de ce silence qui s'installe après la question de routine. Comment s'est passée ta journée? Il résonne dans vos oreilles. Il contient des reproches inexprimés, des rêves enterrés et une nostalgie sourde et lancinante pour quelque chose d'authentique. Vous souvenez-vous comment tout a commencé? Des rires, des conversations jusqu'au matin, le sentiment d'avoir enfin rencontré votre personne. Il semblait qu'ensemble, vous alliez construire non seulement une famille, mais un univers entier, plein de sens et de chaleur. Et maintenant, vous regardez votre vie et réalisez que vous êtes devenu l'architecte en chef, le constructeur et l'intendante d'un édifice dans lequel vous manquez vous-même d'air. Vous êtes la gestionnaire de projet appelée famille, la logisticienne, la psychologue, la cuisinière, la nounou. Vous êtes une fonction, efficace, indispensable, mais une fonction. Et quelque part au fond de vous, dans le coin le plus secret de votre cœur, la petite fille qui rêvait autrefois d'un grand amour pleure doucement. Elle pleure parce qu'elle se sent trompée. Et le pire, c'est qu'elle ne peut pas pointer du doigt le tricheur. Ce n'est pas lui qui l'a trompée. C'est tout le système, toute la culture qui lui a vendu ce scénario sous l'apparence du seul bonheur possible. Et le plus terrible là-dedans, c'est le sentiment de culpabilité. Je suis une mauvaise épouse, j'en demande trop. D'autres y arrivent bien. Cette voix intérieure, imprégnée de honte, vous murmure que le problème vient de vous, de votre incapacité à apprécier ce que vous avez. Elle vous fait vous sentir seul dans votre expérience, comme si vous étiez la seule à ne pas avoir réussi la tâche simple d'être heureuse. Permettez-moi de vous dire une chose, et que cela résonne comme une cloche dans ce silence assourdissant. Ce que vous ressentez n'est pas le signe de votre mauvaise nature. C'est le signe de votre santé. Oui, c'est cela. Votre âme se rebelle. Elle se rebelle contre la transaction que votre conscience a acceptée par peur, par espoir, par pression sociale. Cette rébellion n'est pas un symptôme d'une maladie à traiter. C'est le travail de votre immunité interne qui lutte contre le poison du faux. Cette voix de protestation silencieuse mais insistante est la chose la plus précieuse que vous ayez. C'est votre force vitale qui refuse de se résigner à une mort lente dans la cage dorée du confort et de la prévisibilité. Et si cette déception n'était pas une malédiction, mais un cadeau? Et si cette crise n'était pas la fin de votre relation, mais le début de votre relation avec vous-même? Et si l'homme à vos côtés, sans le savoir, jouait le rôle d'un catalyseur qui doit éveiller en vous la force que vous lui avez volontairement confiée? Comprenez-le, la psyché ne fait jamais rien sans raison. Elle ne cherche pas à vous tourmenter, elle cherche l'intégralité. Chaque piqûre de déception, chaque larme de fatigue n'est pas un dysfonctionnement du système. C'est l'aiguille d'une boussole. Cette crise, cette douleur, ce sentiment d'injustice totale, ce n'est pas une impasse, c'est une invitation. L'invitation à partir à la recherche de ce qui a été perdu, donné, oublié. Votre douleur est la boussole qui pointe sans erreur vers le trésor enfoui. Et ce trésor, c'est votre force authentique, non réalisée. Votre soi. Et pour comprendre ce paradoxe,
Pour apprendre à lire la carte que nous donne notre douleur, nous devons d'abord faire un pas nécessaire, bien que douloureux. Nous devons déconstruire, sans pitié et honnêtement, les mythes sur l'amour et le mariage sur lesquels est construit tout notre monde moderne. Imaginez votre relation comme un bâtiment. Nous avons trop longtemps essayé de recoller le papier peint et d'accrocher de belles images, ignorant les fissures dans les murs porteurs. Notre prochaine étape est de descendre à la cave. Nous devons voir de quoi est réellement fait le fondement de ce bâtiment, avant de décider si nous voulons y vivre. Nous devons comprendre pourquoi il fait si souvent froid et solitaire dans ces pièces. Et ce n'est qu'après cet honnête audit que nous pourrons prendre une décision éclairée sur l'avenir. Non seulement de cette union, mais de toute votre vie. Examinons donc les 3 principaux pansements avec lesquels nous essayons désespérément de fermer cette plaie béante. Le premier et le plus populaire, le problème est le quotidien. Nous nous convainquons que le grand amour s'est brisé sur les rochers de la vaisselle sale, des chaussettes éparpillées et des poubelles non sorties. Nous nous disons que la romance a disparu à cause de l'hypothèque et de la fatigue. Mais c'est une illusion. Le quotidien n'est qu'une scène sur laquelle se joue un drame plus profond. Les disputes concernant l'argent ou le désordre ne sont presque jamais des disputes concernant l'argent ou le désordre. Ce sont des tentatives désespérées et maladroites de parler d'équilibre, de respect, de reconnaissance et d'énergie. Le quotidien ne fait qu'éclairer les fissures qui étaient déjà dans le fondement. Le deuxième pansement, le problème est la communication. Nous lisons des livres sur les langages de l'amour, apprenons à parler avec des messages en jeu, essayons de écouter activement. Ce sont des outils utiles, mais ils sont comme apprendre la grammaire d'une langue que votre interlocuteur ne connaît pas du tout. À quoi servent de belles paroles si, à un niveau inconscient, vous parlez des langues qui ne sont pas seulement différentes, mais appartiennent à des univers différents? Vous demandez consciemment de la proximité, et il entend inconsciemment une exigence. Il parle consciemment de plans, et vous entendez inconsciemment une dévalorisation de vos sentiments. Et le troisième, le pansement le plus insidieux. Le problème est en moi ou en lui. Soit nous plongeons dans l'abîme de l'autoflagellation, trouvant de nouveaux défauts en nous-mêmes, soit nous diabolisons le partenaire, lui collant les étiquettes de égoïste, de abuseur ou de narcissique. Mais les 2 chemins mènent à une impasse, car vous êtes tous 2 acteurs dans une pièce dont le scénario n'a pas été écrit par vous. Il a été écrit par l'inconscient collectif, les histoires familiales et les mythes culturels que vous jouez tous 2 inconsciemment. Et tant que vous blâmerez les acteurs, vous ne verrez jamais le véritable auteur de ce drame. Tout cela, le quotidien, les disputes, le silence, n'est que symptôme, et la véritable maladie se trouve plus profondément. Pour la voir, imaginez que votre relation est une entreprise. Cette entreprise a un plan d'affaires conscient et officiel. L'amour, les enfants, l'avenir commun, l'hypothèque. Tout cela est écrit dans les statuts, attesté par un cachet sur le passeport et montré sur les photos de famille. C'est ce que vous montrez au monde et à vous-même. Mais comme dans toute grande entreprise, il y a aussi une comptabilité officieuse, de l'ombre. Dans cette caisse noire est prise en compte la ressource la plus précieuse et invisible, l'énergie psychique. C'est votre attention, votre foi en lui, votre capacité à aplanir les angles vifs, votre force vitale qui sert à maintenir le climat émotionnel dans la maison. Cette ressource n'est écrite dans aucun contrat de mariage, mais c'est elle qui détermine si l'entreprise prospérera ou fera faillite. Et c'est ici que nous arrivons à l'essence même du titre de cette vidéo. Le mariage devient non rentable pour la femme lorsqu'elle, sans le savoir, devient l'investisseur principal et unique dans cette économie de l'ombre. Elle investit son énergie dans sa croissance, dans son confort, dans sa stabilité émotionnelle. Elle devient ce carburant invisible sur lequel fonctionne sa carrière, ses loisirs, son calme. Et l'homme, surtout le psychologiquement démuni, c'est-à-dire immature, n'ayant pas de contact avec sa propre âme, avec sa propre source intérieure, devient un consommateur passif de cette énergie. Il n'est pas méchant. Il est simplement habitué à ce que son compte soit alimenté par quelqu'un d'autre. Au début, c'était sa mère, qui résolvait ses problèmes et croyait en son énorme potentiel. Maintenant, c'est vous, et votre fatigue, l'épuisement total dont nous parlions au début,
ce n'est pas seulement la fatigue du travail et du quotidien. C'est le rapport mensuel sur les mouvements de fond de votre compte psychique vers le sien. C'est un relevé de la banque de l'ombre qui vous crie que vous êtes au bord de la faillite. Vous le regardez et vous voyez qu'il est calme, stable, qu'il avance. Et puis vous vous regardez dans le miroir et vous ne comprenez pas où est passée votre propre vie. Elle a été transférée sur son compte. Cela peut sonner comme de la théorie, mais vérifions-le sur votre expérience personnelle, dès maintenant. Et maintenant, je veux vous demander de faire quelque chose d'important. Faites-le pour vous-même. S'il vous plaît, mettez cette vidéo en pause. Trouvez un endroit tranquille si vous le pouvez. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et expirez. Et souvenez-vous. Souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti absolument, jusqu'à la dernière goutte, épuisé à côté de votre homme. Cela pouvait être la fin d'une journée difficile, un moment après une dispute ou même un dîner de famille tranquille. Capturez ce moment. Revenez-y. Et maintenant, étant là, posez-vous quelques questions honnêtes. La vie de qui viviez-vous à ce moment-là? Les problèmes de qui résolviez-vous? Les émotions de qui, tel un instrument des plus fins, régliez-vous et entreteniez-vous? Les ambitions de qui souteniez-vous par votre travail invisible? Les peurs de qui apaisiez-vous par votre chaleur, oubliant les vôtres? Ne vous contentez pas d'y penser. Sentez-le dans votre corps. Sentez comment votre énergie, telle une rivière, s'écoule de vous et se déverse en lui. Ce n'est pas un torrent impétueux, mais une fuite silencieuse, presque imperceptible, qui se produit pendant des années. Sentez ce courant subtil, mais constant, allant de vous à lui. Mémorisez cette sensation. Ancrez-la dans votre corps. Ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est le point de départ de notre guérison. C'est la preuve physique, palpable, de l'existence de ce contrat inconscient. Un contrat que vous n'avez jamais signé consciemment, mais pour lequel vous payez fidèlement chaque jour avec le capital le plus précieux que vous ayez, votre force vitale. Et cette sensation que vous venez de capter, cette sensation de don d'énergie, n'est pas votre problème unique. Ce n'est pas une malédiction personnelle. C'est un drame archétypal, joué depuis des siècles dans les âmes de millions de femmes. C'est une loi universelle de la psyché qui fonctionne avec la précision de la gravité, même si nous n'en sommes pas conscients. Et Carl Jung a été l'un des premiers à non seulement voir ce drame, mais à lui donner un nom précis, presque chirurgical. Il a appelé cela la projection de l'animus. Qu'est-ce que cela signifie? La femme, pleine par nature de force intérieure, de potentiel, d'esprit, ce que Jung appelait l'animus, son principe masculin intérieur, ne trouvant pas d'application directe pour cette richesse dans un monde qui souvent la limite, fait quelque chose de paradoxal. Elle accroche toute cette lumière intérieure sur l'homme, comme sur un arbre de Noël. Elle voit en lui non pas simplement un être humain, mais le porteur de ses propres qualités non réalisées, son courage, sa sagesse, son feu créatif. Elle ne tombe pas amoureuse de l'homme réel, avec toutes ses faiblesses et ses limites. Elle tombe amoureuse du potentiel éblouissant qu'elle a elle-même investi en lui. Elle essaie de le cultiver comme sa fleur la plus précieuse, en y mettant toute son attention, toute sa foi. Elle devient sa muse, son soutien, sa source d'énergie, espérant qu'un jour il s'épanouira et manifestera au monde la grandeur qu'elle voit en lui. Mais elle ne comprend pas l'essentiel. Elle essaie d'arroser le reflet dans le miroir. Le véritable jardin qui a besoin de son attention, de sa lumière et de son amour n'est pas à l'extérieur. Il est en elle. Ce jardin, c'est sa propre force non révélée, ses talents non réalisés, sa voix étouffée. Et maintenant, laissant de côté les problèmes extérieurs, nous allons entrer dans ce jardin. Nous allons comprendre ce qu'est l'animus, comment fonctionne sa projection et pourquoi le retour de cette force à soi est le seul chemin vers la véritable liberté. Alors qu'est-ce que l'animus dont parlait Jung? Oubliez la définition simplifiée, presque caricaturale, de homme intérieur. Ce n'est pas un quelconque macho imaginaire qui vit dans votre tête. La vérité est beaucoup plus profonde et majestueuse. Imaginez qu'à l'intérieur de la psyché de chaque femme, il y a une structure invisible, mais absolument réelle. Un pont. Ce pont mène du monde des sentiments, des émotions, de l'intuition et de l'être. Le monde traditionnellement féminin, au monde du logos. C'est le monde du sens, de l'esprit, de l'ordre,
de la structure et de l'action ciblée. C'est le territoire où les idées informes acquièrent de la clarté, où les émotions se transforment en décisions et les rêves en projets. L'animus, c'est ce pont. C'est votre capacité intérieure à donner un sens à votre vie, à établir des limites, à suivre votre chemin et à agir dans le monde avec une intention claire. Lorsque ce pont est faible, inachevé ou que la femme ignore son existence, elle le cherche instinctivement dans le monde extérieur. Dans l'enfance, ce pont peut être un père fort. Dans la jeunesse, un professeur charismatique et à l'âge adulte, un homme. Et c'est ici que se produit l'acte mystérieux de l'alchimie psychologique que Jung a appelé la projection. La femme regarde l'homme et projette sur lui le plan de son propre pont intérieur non construit. Elle voit en lui non pas un simple être humain, mais l'incarnation du logos. Elle se dit « Il est mon sens, il est mon soutien, il est mon chemin. À travers lui, ma vie acquiert une structure. À travers ses ambitions, les miennes trouvent une voie. » Elle lui donne volontairement les clés de son monde intérieur, de son royaume du logos, et l'homme, psychologiquement démuni, celui qui n'a pas les clés de son propre monde intérieur, les prend avec joie et soulagement. C'est ainsi que se crée la symbiose idéale, le piège mortel, déguisé en grand amour. Il dépend de son énergie psychique, qui éclaire son chemin et lui donne de la force. Elle, à son tour, dépend de sa fonction d'être son sens, sa structure, son pont vers le monde extérieur. Mais tout pont construit à l'extérieur, sur une autre personne, est érigé sur un terrain géologiquement instable, et il est destiné à s'effondrer un jour. Non par mauvaise intention, mais par une nécessité profonde, cosmique. Il doit s'effondrer pour vous forcer enfin, avec vos propres plans et vos propres mains, à commencer le travail sacré de construction de ce pont à l'intérieur de vous-même. Pour que ce concept cesse d'être une abstraction et devienne vivant, permettez-moi de vous raconter une histoire. L'histoire de Jessica et Michael. Rencontrez Jessica. Le jour, elle est une stratège brillante dans une grande entreprise, une femme capable de gérer des budgets de plusieurs millions de dollars et des projets complexes. Son esprit est vif, sa volonté est ferme. Mais la nuit, lorsque les lumières du bureau s'éteignent, elle ressent une profonde mélancolie. Dans l'âme, elle est poétesse, philosophe. Elle rêve d'une vie pleine de sens, de créativité et de profondeur spirituelle. Mais elle ne sait pas comment construire un pont vers elle. Et puis elle rencontre Michael. Il est un artiste libre. Il méprise le système dans lequel Jessica réussit si bien. Il parle de grandes choses, cite Rimbaud et écrit un roman génial. Enfin, il l'écrit depuis 10 ans. Dans ses yeux, Jessica ne voit pas de l'infantilisme et de la procrastination, mais la rébellion, la liberté et la spiritualité. Elle le regarde et voit non pas un homme au chômage, mais l'incarnation vivante de son poète et philosophe intérieur non réalisé. Son animus a trouvé son écran. La projection est lancée. Jessica tombe amoureuse non pas de Michael, mais de son potentiel. Elle conclut avec lui un contrat tacite. Elle prendra en charge toute la prose de la vie afin qu'il puisse créer sa poésie. Elle commence à subvenir à ses besoins, lui créant des conditions idéales pour la création. Elle travaille à 2 emplois, et le soir, au lieu d'écrire ses propres poèmes, elle corrige ses chapitres maladroits, l'inspirant et l'encourageant. Elle est son animus en chair et en os, et il n'est qu'un écran vide sur lequel elle a projeté son propre film non réalisé. Les années passent. 5, 7. Le roman n'est pas écrit. Michael vit confortablement à ses dépens, philosophant sur la futilité de l'existence. Et un soir, Jessica, après une autre journée de travail de 16 heures, regarde son reflet sur l'écran sombre de l'ordinateur. Et elle ne voit pas la muse d'un génie, mais une jument fatiguée, épuisée. À ce moment, la projection se fissure. Avec une clarté assourdissante et douloureuse, elle comprend. Sa spiritualité n'était qu'un beau paravent pour son infantilisme et sa peur de la vie. Et le véritable créateur, stratège et unique source d'énergie dans leur couple a toujours été elle. Elle a essayé de construire un pont vers le sens à travers lui, ne comprenant pas que pendant tout ce temps, elle était elle-même ce pont. L'histoire de Jessica n'est pas à propos d'Américains. Elle est à propos de vous. Peut-être qu'en l'écoutant, vous avez pensé « Mon mari n'est pas un artiste,
il est un programmeur à succès, ou le mien est une bonne personne, il travaille dur pour la famille. Mais l'essentiel n'est pas la profession ni ses qualités personnelles. L'essentiel est la fonction psychologique qu'il remplit pour vous. Votre Michael peut ne pas être un créateur bohème, mais un homme d'affaires travailleur, un ingénieur fiable ou un ouvrier dévoué. Cela ne change pas l'essence du drame. La question n'est pas de savoir qui il est. La question est de savoir quelle partie de votre âme vous lui avez donnée. Pensez-y profondément et honnêtement. Quelle partie de vous-même lui avez-vous déléguée? Votre courage. Lui avez-vous donné le droit de prendre des risques et de prendre de grandes décisions, tandis que vous restiez à gérer l'arrière-garde? Sécuriser? Votre sagesse? Lui avez-vous donné le rôle du malin dans le couple, de celui qui comprend tout, et avez-vous accepté le rôle de celle qui sent ou votre capacité à générer des idées? Lui chuchotiez-vous vos pensées géniales, pour qu'il les exprime ensuite comme les siennes, et vous réjouissiez-vous de son succès? Votre connexion avec le divin, avec le monde de l'esprit? Lui avez-vous donné le rôle de votre gourou, de votre guide vers le sens, parce que vous aviez peur de chercher ce sens vous-même? Vous le lui avez donné non pas parce que vous êtes faible, au contraire, vous l'avez donné parce que vous êtes forte, et cela vous a effrayé. Être une femme forte, intelligente, créative, spirituellement en quête dans notre monde est toujours effrayant. Cela peut être solitaire, cela peut sembler peu féminin. Il est beaucoup plus simple et sûr d'emballer toute cette richesse, de la nouer avec un ruban et de la remettre à l'homme. Il est beaucoup plus simple de l'homme inspiré en se tenant derrière lui, que de monter vous-même sur scène sous les feux de la rampe. Mais le prix de cette sécurité est votre propre vie. C'est pourquoi vous ressentez de la déception. Ce n'est pas lui qui n'a pas répondu à vos attentes. C'est votre propre potentiel projeté qui n'a pas pu se réaliser à travers lui, car il est une autre personne, avec un autre chemin et d'autres tâches. Votre déception en lui est en réalité la nostalgie de votre âme pour elle-même. C'est votre propre animus non réalisé qui frappe à la porte de votre conscience de l'intérieur, utilisant son imperfection comme prétexte pour frapper. Il vous dit « Ça suffit, il est temps de rentrer, il est temps de me rejoindre. » Et maintenant, rendons cela encore plus concret. Je veux vous poser une deuxième question, encore plus profonde. Ce n'est ni un test ni un examen, c'est une clé. La clé de la partie de votre âme que vous avez confiée à sa garde et dont vous avez peut-être déjà oublié l'apparence. Souvenez-vous du tout début de votre relation, cette phase magique où il vous semblait presque idéal, où la projection était la plus forte et la plus brillante. Pensez à la qualité de votre homme que vous admiriez le plus à ce moment-là. Qu'était-ce? Son esprit vif, sa capacité à analyser et à tout organiser, son calme inébranlable dans n'importe quelle tempête, son sens de l'humour étincelant qui pouvait dissiper n'importe quelle ombre, ou peut-être son ambition, sa confiance, sa légèreté avec laquelle il traversait la vie, ou son audace créative. Choisissez une seule qualité, la plus importante, qui était un aimant pour vous. Et maintenant, en gardant cette qualité à l'esprit, posez-vous la question la plus importante, et peut-être la plus inconfortable. Comment cette qualité est-elle manifestée, ou ce qui est plus probable, non manifesté, dans votre propre vie? Votre admiration illimitée pour lui n'est-elle pas en réalité la nostalgie de cette partie sous-développée de vous-même? N'admiriez-vous pas tant son intelligence parce que vous doutiez de la vôtre? Ne vous accrochiez-vous pas tant à son calme parce que vous ne saviez pas trouver le silence en vous-même? N'étiez-vous pas tant attiré par son ambition parce que vous aviez peur d'admettre la vôtre, la considérant comme peu féminine ou inappropriée? Et c'est ici que je veux vous inviter à faire quelque chose de plus que de simplement y penser. Je vous invite à partager votre découverte dans les commentaires sous cette vidéo. Cela ne nécessite pas de longs récits. Écrivez simplement selon la formule « J'ai projeté sur lui, inséré cette qualité, parce que j'avais peur ou ne savais pas, la développer en moi-même. » Par exemple, « J'ai projeté sur lui le courage, parce que j'avais peur de prendre des risques moi-même. » Ou « J'ai projeté sur lui la liberté créative, parce que je ne me permettais pas d'être non pratique. » Ce sera un acte de reconnaissance incroyablement puissant. Un acte qui expose l'inconscient à la lumière de la conscience. Créons sous cette vidéo un espace d'honnêteté absolue. En lisant les commentaires des autres,
vous découvrirez avec surprise et soulagement que vous n'êtes pas seul dans ce drame, que des centaines, des milliers de femmes ont projeté leur force, leur sagesse, leur liberté sur des hommes. Ce simple commentaire n'est pas seulement des mots, c'est le premier pas pour rappeler la projection, le premier pas pour vous retrouver vous-même. Ainsi la projection s'effondre, et c'est douloureux. Cela ressemble à une trahison, non seulement de sa part, mais aussi de la part de la vie elle-même. Le monde qui semblait fiable et compréhensible s'écroule en poussière. L'homme que vous considériez comme votre soutien s'avère être un miroir qui reflétait votre propre lumière, invisible pour vous. Et lorsque le miroir se brise, il semble que vous vous êtes brisé vous-même. C'est un moment de froid et de solitude existentielle. Mais dans la science ancienne de l'âme, dans l'alchimie, il y a un principe fondamental. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. En psychologie, cela se traduit ainsi. Ce qui cause la plus grande douleur cache le plus grand potentiel de croissance. Votre déception n'est pas seulement une blessure, c'est un portail. C'est le point de pression maximal où le carbone ordinaire a une chance de se transformer en diamant. Votre douleur n'est pas un signe de défaite. C'est le signe qu'un processus de transformation grand et sacré a commencé en vous. Par conséquent, comprenez, votre crise n'est pas une tragédie, c'est un four alchimique. Et l'homme qui vous a déçu n'est pas votre ennemi. Il est un alchimiste involontaire qui a simplement jeté du bois dans le feu. Un feu qui était nécessaire. Un feu qui devait brûler jusqu'aux cendres vos illusions de salut extérieur. Un feu qui devait séparer votre véritable essence de vos peurs et de vos dépendances. Ce feu devait transmuer le plomb lourd et terne de votre souffrance et de votre déception en l'or pur et brillant de votre soi. Et dès que vous voyez cela, tout change. Arrêtez de demander « Pourquoi me fait-il ça ?» Commencez à demander « Pourquoi mon âme a-t-elle créé cette situation ?» Arrêtez de voir en lui la cause de votre douleur. Voyez en lui le catalyseur de votre croissance. Remerciez-le mentalement, non pour la douleur causée, mais pour la force incroyable que cette douleur éveille en vous en ce moment même. Vous êtes au seuil du retour à la maison, à vous-même. Et lui, sans le savoir, vous a juste montré la porte. Mais que signifie apprendre de ce feu? Que faire concrètement? Partir, rester, poser des ultimatums, essayer de le changer? La psyché nous dit, tout cela, ce sont des actions extérieures. Ce sont des tentatives de déplacer les meubles dans une maison en feu. Et le travail doit être intérieur. Il doit commencer par un seul, mais le plus difficile des pas. La tâche principale est de rappeler la projection. Imaginez que votre force projetée est un rayon d'un puissant projecteur que vous avez dirigé sur lui pendant des années, éclairant son chemin et rendant sa figure significative et grande. Rappeler la projection, c'est consciemment, par un effort de volonté, tourner ce projecteur à 180 degrés et le diriger sur vous-même. Cela signifie arrêter d'attendre de lui qu'il devienne votre sens et commencer à chercher ce sens dans votre propre âme. Arrêtez d'exiger de lui qu'il soit votre soutien et commencez à cultiver votre propre pilier intérieur. Arrêtez d'espérer qu'il sera votre protecteur et commencez vous-même à construire vos limites psychologiques. Cela signifie reprendre votre lumière, votre énergie, votre sagesse, à la maison. Et c'est incroyablement effrayant. Savez-vous pourquoi? Parce que dès que vous reprendrez votre énergie, dès que vous éteindrez ce projecteur flatteur, deux choses se produiront. Premièrement, vous le verrez réel. Pas un dieu, pas un sauveur, pas un monstre, mais simplement un homme, avec ses forces et ses lacunes béantes, sans phare. Et deuxièmement, et c'est encore plus effrayant, vous vous verrez réel, avec toute votre force. Et la force, ce n'est pas seulement des opportunités, mais aussi une énorme responsabilité. La responsabilité de votre vie, de vos décisions, de votre bonheur. Il n'y aura plus personne à blâmer. Il n'y aura plus de dos derrière lequel se cacher. Et ce n'est qu'à partir de ce point d'honnêteté absolue, presque impitoyable, que vous pourrez prendre une décision. Construire une nouvelle relation, adulte et de partenariat avec cet homme réel, qui n'est plus votre divinité, ou après l'avoir remercié pour la leçon, suivre votre propre chemin, l'éclairant déjà avec votre propre lumière, et non une lumière réfléchie. Toute décision prise avant ce moment ne sera qu'une fuite de vous-même. Mais comment faire cela pratiquement?
Comment rappeler la projection, non pas en parole, mais en acte? Ce n'est pas un interrupteur que l'on peut simplement actionner, c'est un processus. Et pour ce processus, je vais vous donner un outil que Jung lui-même considérait comme l'un des plus puissants de son arsenal. Il s'appelle l'imagination active. Cela semble complexe, mais en pratique, c'est très simple et accessible à tous. Voici ce que vous devez faire. La prochaine fois que vous ressentirez une piqûre d'irritation, de ressentiment ou de déception envers votre partenaire, arrêtez. Faites une pause. Votre première réaction habituelle est de le déverser sur lui sous forme de reproche, de critique ou de silence glacial. Ne le faites pas. Cela ne fait qu'alimenter la vieille dynamique destructrice. Au lieu de cela, dites-vous, c'est un signal, mon âme veut me parler. Isolez-vous, ne serait-ce que pour 15 minutes. Dans la salle de bain, dans la voiture, sur le balcon, n'importe où personne ne vous dérangera. Asseyez-vous, fermez les yeux, prenez quelques respirations profondes. Puis adressez-vous mentalement à ce sentiment, à l'irritation, au ressentiment, à la nostalgie. Et posez-lui 2 questions simples. La première, que veux-tu réellement pour moi? Pas de lui, pour moi. Et la seconde, quelle partie de ma force, quelle partie oubliée de moi, essaies-tu de me rendre à travers cette douleur? Et après cela, restez simplement silencieuse et écoutez. N'essayez pas de trouver la réponse avec votre tête. Les réponses viendront d'elles-mêmes, peut-être sous forme d'une image soudaine, ou d'un seul mot, ou d'une sensation corporelle. Votre irritation face à sa passivité peut répondre « Je veux que tu commences toi-même à agir ». Votre ressentiment face à son inattention peut dire « Je veux que tu te donnes toi-même de l'attention et de l'affection ». Votre déception face à son indécision peut murmurer « Je suis ta propre détermination non réalisée ». Notez tout ce qui vient dans un journal, sans critique ni analyse. En faisant cela régulièrement, vous ferez une révolution. Vous cesserez d'utiliser votre mari comme une poubelle pour vos frustrations. Vous commencerez un dialogue non pas avec lui, mais avec votre animus. Vous commencerez à construire ce pont intérieur, brique par brique. C'est le début du chemin du retour à la maison. C'est l'alchimie pratique de l'âme. Et en faisant cette pratique jour après jour, vous comprendrez l'essentiel. Votre tâche n'est pas de devenir avantageuse sur le marché du mariage. Votre tâche est de devenir complète. La société enseigne à la femme d'être une bonne prise, belle, commode, attentionnée, non conflictuelle. Ce sont tous des attributs externes visant à ce que vous soyez choisi. Mais le chemin de l'âme va dans une direction complètement différente. Il mène à l'intégralité. La femme qui a intégré son animus, qui a construit son pont intérieur vers le monde du sens et de l'action, cesse de jouer sur ce marché. Elle le quitte. Elle ne cherche pas sur qui s'appuyer. Elle est elle-même un soutien. Elle ne cherche pas qui donnera un sens à sa vie. Elle est elle-même la source du sens. Elle n'attend pas que l'homme résolve ses problèmes, car elle devient elle-même la force qui résout les problèmes. Permettez-moi de le dire clairement. De telles femmes ne sont pas commodes. Elles peuvent être complexes, exigeantes. Elles posent dans des questions inconfortables. Elles ne se tairont pas lorsque leurs limites sont enfreintes. Elles n'investiront pas leur énergie dans un homme qui ne s'investit pas lui-même. Elles ne sauvent pas. Elles ne servent pas l'infantilisme d'autrui, mais elles sont vivantes. En elles pulse une force vitale authentique, inébranlable, et elles construisent des relations d'un ordre complètement différent. Non par besoin, mais par abondance. Non par dénuement psychologique, mais par richesse intérieure. Elles entrent en union non pas pour combler un vide, mais pour partager leur plénitude avec une autre personne tout aussi complète et intégrale. C'est cela le véritable avantage dont notre monde ne parle pas. L'avantage n'est pas de bien se marier avec un homme riche, mais de devenir soi-même la source d'une richesse intérieure inépuisable. C'est un avantage non pas économique, mais existentiel, et il est accessible à chacune d'entre vous. Nous avons parcouru un long chemin, de la douleur silencieuse de la déception à la compréhension éblouissante de la projection, du sentiment de victime à la conscience de sa force alchimique. Nous sommes descendus dans les caves les plus sombres de l'âme pour y trouver non pas des monstres, mais des trésors oubliés. Et voici la perspicacité principale que je veux que vous emportiez avec vous, comme le talisman le plus précieux. Le mariage devient une transaction non rentable pour la femme, non pas lorsque l'homme gagne peu, mais lorsqu'elle vend elle-même son âme à bas prix. Cela se produit lorsqu'elle donne sa force intérieure, son droit au sens,
son droit divin à l'autoréalisation, en échange d'une illusion de sécurité et d'amour. Lorsqu'elle accepte d'être une fonction et non une essence, d'être un reflet et non une source de lumière. Lorsqu'elle donne les clés de son château intérieur à une autre personne, espérant qu'il la rendra heureuse, et ne comprenant pas que cet acte même de transmission des clés est la source de son malheur. Par conséquent, souvenez-vous, la vraie richesse, ce n'est pas un compte bancaire commun, ni des mètres carrés en propriété. La vraie richesse, c'est un accès direct, ne nécessitant pas d'intermédiaire, au trésor de votre propre inconscient. À votre force, votre sagesse, votre intégrité. C'est un capital que personne ne peut vous enlever et qui ne se dépréciera jamais. Ce n'est pas juste une belle idée, c'est une graine. Et si vous lui permettez de germer, imaginez à quoi ressemblera votre jardin. Imaginez votre vie dans 1 an, si vous commencez ce chemin intérieur. Vous parlez moins, mais vos mots ont plus de poids. Vous faites moins, mais vos actions sont plus précises et efficaces. L'énergie agitée et anxieuse, visant à plaire à tout le monde, à tout contrôler et à tout prévoir, disparaît. Elle est remplacée par une confiance calme et ancrée. Vous n'attendez plus qu'il vous rende heureuse. Vous devenez vous-même la source de votre bonheur. Ce vide émotionnel qu'il devait combler par son attention et son approbation commence à se combler de l'intérieur, nourri par votre propre respect de vous-même. Vos relations peuvent changer au-delà de la reconnaissance. Elles peuvent devenir infiniment plus profondes et honnêtes, se transformant en une union de 2 personnalités fortes et égales. Ou elles peuvent se terminer. Parce que la lumière de votre vérité chassera tout ce qui n'est pas authentique. C'est un chemin qui ne donne pas de garantie de succès extérieur. Mais il donne la garantie la plus importante. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, un pilier inébranlable grandira en vous. Le pilier de votre soi. Et vous pourrez toujours vous appuyer dessus. Et avant de terminer, je veux vous remercier. Non pour avoir regardé, non pour le temps passé, mais pour votre courage. Pour le courage de regarder dans les coins les plus douloureux de votre âme, sans détourner le regard. Pour la volonté de remettre en question tout ce en quoi vous avez cru. Pour le courage de supporter la vérité, qui peut être inconfortable et même destructrice. Ce voyage n'est pas pour tout le monde. La plupart des gens préféreront rester à la surface, se contentant de réponses simples et de solutions rapides. Celles qui sont arrivées à ce point ne sont pas de simples spectatrices. Vous êtes des chercheuses. Vous êtes les alchimistes de votre âme, prêtes à descendre dans l'obscurité pour y trouver la lumière. Et le plus important que je veux que vous ressentiez en ce moment, vous n'êtes pas seul. À cette même seconde, des milliers de personnes comme vous traversent leur propre four alchimique, posent les mêmes questions et cherchent le même chemin de retour à la maison. Nous sommes nombreux. Et cet espace est l'un de ces endroits où nous pouvons nous trouver. Si ce voyage a trouvé un écho dans votre âme, si vous ressentez l'appel à poursuivre cette exploration profonde, abonnez-vous à cette chaîne. Considérez cela non pas comme un simple clic, mais comme votre déclaration personnelle d'intention d'aller plus loin sur ce chemin, au plus profond de vous-même. Chaque like et chaque commentaire que vous laissez n'est pas seulement un chiffre pour l'algorithme. C'est un feu de signalisation allumé dans la nuit. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je suis là, je cherche ». C'est un signe que des gens comme nous deviennent plus nombreux. Vos actions aident ce travail à trouver d'autres personnes qui errent dans la même obscurité à la recherche de la même lumière. Vous aidez à construire ce phare pour ceux qui naviguent encore dans le brouillard. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre de notre travail commun. C'est une invitation à notre prochaine rencontre, à la prochaine plongée dans les mystères de l'âme. Et maintenant, avant de fermer cet onglet et de retourner à votre monde, faites une dernière chose. Prenez une inspiration profonde et consciente. Sentez l'air remplir vos poumons. Sentez le support sous vos pieds. Revenez à votre corps, à cet instant même, et rappelez-vous, le mariage le plus important, le plus sacré et le plus avantageux que vous puissiez conclure est le mariage avec vous-même.